Haïti, les femmes ne jouissent pas librement de leurs droits. Pour ce qui est de la situation actuelle du pays, les femmes sont les plus touchées. Elles ne sont pas épargnées par la violence et de la discrimination. Par rapport à cela, Mouka s'ajoute dans la liste des outils de la défense des droits des femmes. Mais Mouka est consacré particulièrement dans les recherches académiques. De ce fait, via cette plateforme virtuelle, Mouka vous offre une base de données très enrichissante en documentation, non seulement dans le but de vous sensibiliser et éclairer, mais aussi de vous faire parvenir les travaux de certaines autrices à un large public. Chers collègues, Muriel Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, distingués invités, mesdames, messieurs, je vous présente Mouka. Oui, Mouka. Mouka, ce beau foulard coloré que portent les femmes haïtiennes dans certaines régions du pays. Certes, moyen de protection du cou et des cheveux contre le soleil, contre le vent, contre la poussière, mais aussi quelle élégance et quelle fierté dans le port et la démarche. Mais savez-vous, derrière cette grâce toute haïtienne, il y a aussi cette force intérieure, cette vaillance pour faire face aux nombreuses vicissitudes que la vie impose à la femme haïtienne, particulièrement en milieu rural. Eh bien, Mouka, aujourd'hui, se présente à nous sous la forme de cette belle innovation, qui est ce nouvel espace documentaire en ligne sur le genre et les droits des femmes haïtiennes. Mouka met à notre disposition la multiplicité des travaux, réflexions et productions scientifiques qui ont accompagné et accompagnent les luttes des femmes en Haïti. Ce faisant, nous répondons à une triple nécessité, à la fois dans le domaine de la connaissance et dans celui de l'action. D'abord, il s'agit de recenser, de rassembler sur un site unique des documents de référence, des bibliographies, des informations fiables, les plus complètes possibles sur le genre et les études féminines en Haïti et dans le monde. Cette œuvre scientifique n'avait jamais été accomplie jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, du moins dans le monde universitaire francophone. Deuxièmement, il s'agit de mettre à la disposition des citoyens intéressés, aussi des organisations haïtiennes ou internationales, des données scientifiquement établies pour leur permettre de progresser dans leurs travaux d'analyse et de diagnostic. Et enfin, il faut rendre gratuitement accessible en ligne un tel centre documentaire, ce qui est devenu une nécessité dans le contexte actuel où la plupart des bibliothèques dans notre pays ferment leurs portes à cause de l'insécurité. On sait que après la bibliothèque de Monique Calix de la Focale, celle de Matissan, les nombreuses bibliothèques de quartier, sans parler de la Bibliothèque nationale d'Haïti qui ne fonctionne que par à-coup. La dernière en date, avoir annoncé une fermeture temporaire, celle des frères de l'instruction chrétienne, le 6 février dernier. Ainsi, Mouka nous donne la chance de préserver nos archives et d'éviter la disparition de documents historiques qui constituent le cœur du patrimoine de la nation. Alors, pour toutes ces raisons, l'Université Quisqueya est fière d'avoir contribué à la naissance de Mouka, en collaboration étroite avec l'Université du Québec en Outaouais. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé dans des conditions parfois difficiles à la création de cet instrument de progrès. Je tiens à souligner tout particulièrement le rôle moteur des professeurs Denise Côté et Darlene Alexis, qui déjà, je vous le rappelle, en 2018, avaient publié un ouvrage collectif intitulé « Déjouer le silence, contre-discours sur les femmes haïtiennes ». Ouvrage publié conjointement par Mémoire d'Encrier et Presse Unique. On ne peut que se réjouir d'une collaboration si féconde et s'inscrivant dans la durée. Ma reconnaissance va aussi à leur persévérance et la qualité de leur travail. J'associe mes félicitations et remerciements à ceux de ma collègue Muriel Laberge, à l'endroit des membres du comité de pilotage du projet, ceux de l'équipe de production du site MOCA et les associations partenaires haïtiennes qui n'ont pas compté leur temps ni leur énergie pour parvenir à ce résultat remarquable. Pour nous,
Université Quisqueya, la lutte pour l'égalité des genres et la marche des femmes vers l'autonomie sont des priorités. C'est la raison pour laquelle, à travers l'Association haïtienne Femmes, Sciences et Technologies, l'Université Quisqueya a favorisé en son sein l'émergence d'un véritable vivier de femmes scientifiques afin de réduire les pratiques susceptibles d'impacter négativement leur carrière dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Agissant ainsi, notre université fait de l'égalité femmes-hommes non seulement un droit fondamental à la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour l'instauration d'une université durable et sociétalement responsable. La réalisation de MOOCA marque selon nous une étape supplémentaire vers le type de société que nous appelons de nos vœux. J'invite donc toutes celles et tous ceux que cette cause intéresse ou passionne à rejoindre les équipes actuelles en partageant des références bibliographiques et des textes de façon à rendre le collectif encore plus performant. L'objectif est à la mesure de l'enjeu que représente l'égalité femmes-hommes en Haïti, à laquelle nous voulons croire. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Jackie Lumarque, recteur de l'Université Quisqueya, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis vraiment heureuse d'avoir le privilège de m'adresser à vous à l'occasion du lancement du site MOOCA, nouvel espace documentaire sur le genre et le droit des femmes haïtiennes. Cette belle réalisation est entre autres le fruit d'une collaboration soutenue entre l'Université du Québec en Outaouais et l'Université Quisqueya d'Haïti. Vous le savez, les universités jouent un rôle déterminant pour assurer l'accessibilité au savoir et le partage des connaissances. Le partenariat avec l'Université Quisqueya, qui a notamment mené à la création de la plateforme MOOCA, est tout à fait en adéquation avec cette mission qui est la nôtre. J'en profite d'ailleurs pour souligner l'importance des liens solides et étroits tissés par la professeure Denise Côté, directrice de l'Observatoire sur le développement régional et l'analyse différenciée selon les sexes, Oregon, de l'UQO, avec différents groupes de femmes et associations haïtiennes au cours des 35 dernières années. Sa contribution remarquable à la production scientifique portant sur l'égalité femmes-hommes et sur le droit des femmes ont fait d'elle une pionnière des études féministes au sein de notre université et une experte dans ce domaine à l'échelle internationale, notamment en Haïti. Depuis, elle a multiplié les projets et les partenariats, notamment avec l'Université Quisqueya, mais aussi avec des associations et groupes féministes d'Haïti, dont KFAN et Solidarité Femmes haïtiennes, ainsi qu'avec le Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement, qui sont tous partenaires du projet MOOCA. J'en profite aussi pour remercier et féliciter les membres du comité de pilotage du projet, donc les professeurs de l'UQO et de l'Université Quisqueya qui y collaborent, les membres de l'équipe de production du site MOOCA, ainsi que tous les partenaires, dont le Centre de recherche pour le développement international du gouvernement du Canada pour son appui financier au projet. Je suis persuadée que ce nouvel espace documentaire novateur, le premier de ce type dans la francophonie, est appelé à jouer un rôle de grande importance et sera certainement utile pour le gouvernement d'Haïti, pour les institutions internationales et pour le gouvernement du Canada qui appuie la consolidation des droits des femmes en Haïti. En offrant un accès gratuit et universel à une multitude d'informations et connaissances issues d'études et de recherches portant sur le genre en Haïti, le site MOOCA
aura un effet déterminant sur la circulation et l'avancement des connaissances en matière du droit des femmes haïtiennes, contribuant ainsi à innover et à faire progresser les questions d'égalité en regard du bien-être de la société haïtienne d'aujourd'hui et de demain. L'UQO est donc très fier d'être partenaire du projet MOOCA. Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter bon succès. On vient de voir la rectrice de l'UQO, Muriel Laberge, et le recteur de l'UNIC, Jackie Lumarque. À présent, j'ai avec moi sur le plateau Danielle Magloire et Sabine Lamont. Et sur le Zoom, j'ai 3 autres femmes. J'ai Denise Côté, Célia Romulus et Tania Pierre-Charles. Donc, à présent, il est temps, comme je viens de vous le dire, pour l'internaute de faire connaissance avec le site MOOCA. Denise Côté va faire la présentation. Bonsoir, Denise. Bonsoir. Je suis heureuse de vous avoir en ligne pour ce lancement de la plateforme MOOCA. Mon rôle est de vous présenter le site dans un premier temps. Le site, c'est une plateforme finalement qui offre un moteur de recherche avec plusieurs centaines de références en lien avec le genre et les droits des femmes haïtiennes et qui présente aussi des dossiers thématiques inédits. Il s'agit, ces références, ce sont des livres, des articles de journaux, de revues, des chapitres de livres, des mémoires de maîtrise, des thèses de doctorat, des rapports, des fichiers audio, des balados, des vidéos et enfin quelques films. La majorité de ces documents est en français, d'autres sont en anglais et on retrouve aussi quelques documents en créole, en espagnol et en portugais. Il faut noter là, que près de la moitié des documents sur le site de MOOCA sont accessibles en version intégrale et ce, à des fins de consultation, suivant les ententes écrites avec chacun et chacune des ayants droit respectifs. Donc, on respecte toute la question des droits d'auteur de façon très rigoureuse. La mission de ce répertoire visuel gratuit est d'appuyer la recherche universitaire et, par la même occasion, d'encourager l'intervention et le plaidoyer. Alors que les femmes haïtiennes sont particulièrement visées par les différentes crises qui secouent le pays, il est plus urgent que jamais de regrouper l'information qui les concerne pour mieux comprendre tout en facilitant le partage de publications ainsi que leur archivage. Donc, sur le site, vous allez avoir accès à un moteur de recherche avancé où un moteur de recherche, qui est le cœur du site, dans lequel vous allez retrouver aussi un onglet pas un onglet, mais en fait un endroit pour effectuer une recherche avancée. Cette recherche avancée vous permet de faire votre recherche selon de différentes manières, selon les auteurs, le titre, des mots-clés en français, espagnol et créole, français, anglais et créole, selon l'éditeur, selon aussi de faire une recherche dans les résumés que nous avons produits. Certains étaient déjà accessibles, les auteurs les avaient produits, nous avons complété ces résumés en produisant nous-mêmes afin que la recherche puisse être plus exhaustive. Outre le moteur de recherche, nous avons aussi mis en ligne sur MOOCA des dossiers thématiques pour mettre en valeur des analyses sur le genre et les droits des femmes haïtiennes. Nous avons aussi une section de documents récemment répertoriés ainsi que des publications vedettes. Donc, bienvenue au site et n'hésitez pas à le consulter au besoin en espérant qu'il vous soit utile dans toutes vos entreprises. Merci Denise.
Et voilà, nous venons de voir Denise Côté pour la présentation du site. Denise fait partie des 5 membres du comité de pilotage de MOCA. Denise est professeure à l'Université du Québec en Outaouais et elle est aussi directrice à l'Oregon. Et j'ai avec moi déjà les 4 femmes, 2 sur le plateau avec moi et les 2 autres sur le Zoom. Sabine Lamont, chercheuse féministe et enseignante à l'Université d'État d'Haïti. Danielle Magloire, chercheuse féministe, cofondatrice de CAIFEM et défenseuse des droits humains. Tania Pierchol, chercheuse féministe et coordonnatrice du CRESPED. Et Célia Romulus, professeure à l'Université d'Ottawa. On est très heureuse de l'aboutissement de ce projet, de cette initiative, ça n'a pas été évident, c'est quand même une somme de travail. Il faut saluer les personnes qui se sont toutes et tous investis pour réaliser ce travail et souhaiter vraiment que le site va être utilisé, que les femmes, surtout les féministes, vont se l'approprier afin de se redécouvrir. Et je me suis dit quand même, cela a pris beaucoup de temps. Oui, et c'est pas fini. Ça veut dire, le site va être lancé, il a une réserve de documentation qui va être disponible là, mais ça devrait être enrichi, ok? Donc, ça doit vivre. Un espace documentaire. Bon, même si ce n'est pas encore commencé, ou mais c'est à peine commencé, je souhaite déjà bonne continuité à vous, mesdames, dans ce projet. Et Sabine, tu n'aimerais pas dire quelque chose? Bon, et par rapport au site MOCA, moi, je dirais qu'on a fait un grand pas pour le mouvement féministe et particulièrement pour les femmes qui s'investissent dans la recherche parce que ça permet de nous visibiliser et ça permet aussi, et comme va le montrer Daniel, le matrimoine, tout ce qu'on a stocké à un certain moment, chacun de notre côté, dans nos espaces respectifs. Et là, maintenant, on présente ça à tout le monde et on peut avoir accès à l'ensemble des documents qui concernent les réalités des femmes en Haïti avec différents thèmes, différentes problématiques, tout ça. Et pour nous, c'est un aboutissement et c'est OK. D'accord, merci. Donc, à présent, on fait place exactement avec la partie mini-conférence. Donc, durant ce moment, nous allons voir les 5 membres du comité de pilotage. Elles vont parler du site de MOCA et autres sujets. Donc, nous allons rapidement commencer avec Danielle Magloire. Donc, aujourd'hui, Danielle, dans la mini-conférence, tu vas parler de MOCA, c'est ça? Je vais tout d'abord parler du mot MOCA parce que y a plein de gens qui ne savent pas, enfin les personnes de certain âge, ou bien qui fréquentent beaucoup les provinces et les milieux populaires connaissent le terme. Alors de quoi s'agit-il? Donc c'est l'appellation qu'on a retenue pour le site et ce n'est pas un hasard, c'est un choix qui répond à une volonté de faire vivre un mot qui est vraiment typiquement attaché aux femmes haïtiennes. Mouka, c'est quoi? Mouka, c'est mouchoir tête. C'est un foulard qui est fait d'un morceau de tissu triangulaire et qui est porté par les femmes paysannes et les femmes des milieux populaires. Mouka, c'est un accessoire de femme multi-usage pour se couvrir la tête, pour s'essuyer le visage, les mains, les pieds, pour se ceindre les reins lorsqu'on est en proie à une douleur indicible, maman petite m'arrivante, pour envelopper les feuilles médicaments que l'on posera sur son front pour chasser une migraine, une fièvre toujours mauvaise et suspecte, pour faire baisser la tension. Pour marrer troquette, c'est-à-dire servir de support à la charge du panier ou du seau d'eau que l'on va porter sur sa tête. Pour emballer un objet que l'on considère précieux. Pour recueillir quelque chose de délicat, un fruit délicat, une fleur. Cueillir des haricots frais. Pour préserver un document précieux que l'on ne veut pas salir. Pour sécuriser de l'argent qui sera ensuite furtivement
enfoui dans son soutien-gorge pour s'éventer, pour chasser les mouches et les moustiques, pour dépoussiérer ses vêtements. Mouka, un foulard pour accompagner les 1001 gestes du quotidien des femmes. Mouka, c'est un mot marque fabrique, caractéristique, un symbole d'une manière d'être des femmes haïtiennes. Alors là, je dirais que ça, c'est un très beau travail d'observation. Donc, tu as appris tout autant et tu te rappelles de quoi est-ce que ce mouchoir se servait dans le temps. Est-ce que tu avais des proches jusqu'à qui présent. portaient ce mouchoir? Absolument. Vraiment? Les paysannes existent encore. Oui, je sais. Mais oui, non, pas parce que... Mais là, je dis des proches. Oui, bien sûr. Du moment qu'on les ignore pas, je pense que tout le monde en a une parentèle paysanne. Certains ont de la difficulté à l'admettre. On ne s'y attendra pas. Mais oui, certainement. Et il y a des régions où c'est particulièrement plus répandu, mais c'est quand vous allez dans les marchés populaires. Mesdames, il y a un mouchoir, à Port-au-Prince, le terme n'est pas employé. Et ces mouchoirs-là, Mais est-ce que ça se fait avec n'importe en général, quoi? c'est un tissu uni. Le tissu est uni en général. Bon, j'imagine que quelqu'un a le droit d'avoir la fantaisie de prendre un tissu multicolore, mais en général, c'est un tissu uni. Merci Daniel et pour cette présentation et du mot Mouka. Et parmi les écrits sur le féminisme haïtien, rares sont les textes qui sont élevés au rang de classiques, c'est-à-dire des textes que des chercheurs, chercheuses nationaux et étrangers doivent consulter quand ils parlent des femmes de cette société. Aucun corpus théorique ne s'est constitué autour de leurs réflexions car le mode de circulation des idées n'avait pas facilité l'émergence et la consécration de figures de femmes haïtiennes, intellectuelles et féministes. Leurs textes ainsi que les archives féministes sont éparpillés, notamment dans les universités étrangères et dans les fonds privés auxquels les chercheuses haïtiennes n'ont pas souvent accès, ce qui entrave la formation d'un corpus théorique respecté, retraçant l'évolution des idées des pionnières. Par exemple, Haïti et ses femmes de Madeleine Sylvain Bouchereau, paru en 1957, et l'autre moitié du développement de Mireille Neptune Anglade, édité en 1986, et la participation des femmes de Myriam Merlet, édité en 2002, posent les bases pour une théorisation des réalités des femmes haïtiennes. Outre ces récits, d'autres offrent des pistes de compréhension des rapports entre les sexes en Haïti. Parmi ces textes, il nous faut citer les réflexions publiées dans le journal La Voix des femmes, les romans écrits par les membres de la Ligue féminine d'action sociale, qui présentent notamment l'intersection des rapports de sexe avec d'autres rapports présents dans l'espace dans un contexte de domination impériale. En témoignent le roman Blanche Négresse de Cléante Valsien-Desgraves et Le Jour d'Annie Dewa. En dépit de la diversité et de cette littérature, poésie, romans, articles, pamphlets, affiches, banderoles, les chercheuses féministes sont toujours sollicitées pour intervenir sur les problèmes de la vie pratique. Peu de possibilités leur sont octroyées pour mobiliser leurs compétences dans les colloques et les espaces universitaires. Du fait de leur absence des lieux de validation des discours académiques, les chercheuses féministes ne parviennent pas à accumuler les connaissances, même quand elles produisent des réflexions. En matière de production intellectuelle, elles sont toujours dans la situation de l'année zéro, ce qui donne l'impression que rien n'a jamais été fait, aucun problème n'a déjà fait l'objet de réflexions théoriques. La pensée féministe haïtienne est alors enfermée dans un ghetto et n'est consultée que de manière occasionnelle, même par les féministes. Les autres publics n'en tiennent pas compte. Les femmes sont davantage reconnues comme militantes en éclipsant souvent leur position d'intellectuelles pouvant discuter de nombreux aspects qui portent sur la réalité des femmes. Cette manière d'apprécier leurs réflexions entretient la perception d'une illégitimité théorique. Comme les universités haïtiennes délaissent ce champ de connaissances, leurs contributions ne circulent que sous la forme de littérature grise et n'existent qu'à travers l'action des ONG qui deviennent les commanditaires de la production intellectuelle sur le genre. Le matrimoine intellectuel du féminisme haïtien est victime d'une certaine invisibilité qui demeure pourtant paradoxale. Les connaissances des femmes sont visibles dans certains espaces, pendant qu'elles sont invisibilisées dans les espaces de production formelle de connaissances et de validation de savoir.
La dynamique de production des connaissances et des savoir-faire féministes est souvent victime des stratégies d'acteurs institutionnels qui recrutent des professionnels peu imbus des questions féministes, mais proposant les textes que les chercheuses féministes sont tenues de corriger et de commenter alors qu'elles n'ont reçu ni la reconnaissance ni les compensations pour leurs réformes. Ces démarches participent de la construction de formes d'incompétence stratégique des chercheuses du Sud par les acteurs du Nord, et ces méthodes tendent à dévaloriser le travail de réflexion mené par ces chercheuses et même à faire disparaître l'intérêt des données du terrain. Dans ce contexte, on constate que les concepts tirés du vécu des femmes haïtiennes sont délaissés au profit de ceux qui circulent dans les autres sociétés. Par exemple, les ONG internationales n'incluront pas les contextes et les concepts de cadéjac ni de tisonnage dans leurs textes pour parler de la manière dont les femmes haïtiennes caractérisent les agressions les affectant. En revanche, elles diront viol et harcèlement pour répondre les thèmes utilisés dans leur société. De fait, ces ONG sont à l'origine d'un travail de désubstantivation des réalités des personnes qui vivent ces oppressions, et les chercheuses féministes deviennent ainsi des travailleuses de l'ombre dont les connaissances sont exclues du rang de compétences reconnues par les institutions nationales et par des pairs de l'étranger. Dans ces conditions, les réflexions féministes haïtiennes non archivées ni référencés dans des centres de documentation deviennent des écrits exposés à l'extractivisme intellectuel et au piratage délibéré de néophytes. De plus, l'édition de nouveaux textes et la réédition des anciens est une question encore irrésolue. Dans ce cadre, l'élaboration de ce lieu d'archivage, malgré ses limites, participe d'une stratégie qui vise la création d'un circuit de circulation des connaissances et des savoirs du féminisme haïtien. Aussi, ce lieu contribue à casser les tentatives d'effacement des connaissances féministes haïtiennes, et cette plateforme doit montrer la richesse de ce corpus intellectuel vieux de plus d'un siècle et aider aussi à rompre avec l'invisibilisation stratégique dont sont victimes ces savoirs et connaissances produits en Haïti. Par invisibilisation stratégique, j'entends un ensemble de techniques institutionnelles et des mécanismes individuels empêchant la visibilisation de connaissances et de savoirs produits par un groupe. Ce déni empêche à ces connaissances et savoirs d'accéder à un statut de corpus théorique digne d'être lu, cité et étudié. Dans notre cas, les femmes sont enfermées dans des statuts de militantes, les présentant comme des porteuses de savoirs pratiques et de connaissances viles. Par cette même entreprise, les critiques tendent à disqualifier nos contributions à la réflexion féministe internationale tout en nous déniant le noble statut de sujet épistémique. Matrimoine, c'est bien l'idée qui sous-tend la démarche de Mouka. Et il est important d'en parler parce qu'il faut remettre la question des savoirs qui concernent les femmes, la production des femmes en perspective. Et en ayant un regard historique, c'est qu'il y a un paradoxe dans notre histoire, alors même que Haïti, en tant qu'État indépendant, s'est construit à partir d'une idée de liberté et d'égalité pour tous, sauf que dans la pratique, dès la mise en place de l'État haïtien, les femmes ont été écartées. Et ça, c'est quelque chose qui est un marqueur qui nous poursuit jusqu'à présent. La Constitution de 1805 de l'empereur Dessalines exclut totalement. Il n'est jamais question des femmes haïtiennes. On évoque rapidement des femmes étrangères pour parler de leur union avec un homme haïtien. Donc, cet idéal de justice n'a jamais inclus les femmes. Et donc, on est tributaire de ce passé-là. Et comme l'avait dit Sabine aussi bien, Célia, invisibiliser les femmes ou bien minorer leurs propos, ça pose la question de la construction du patrimoine. Mais le patrimoine, parce qu'il y a deux dimensions, il faut le construire et le préserver. Le construire, ça veut dire qu'on doit avoir la préoccupation de documenter, de consigner aussi un ensemble d'événements de telle sorte qu'il y ait des traces. Parce que quand il n'y a pas de traces,
comment est-ce qu'on peut prétendre que notre voix continue à porter dans l'avenir, qu'il y en ait des traces, ou du moins qu'il y ait des traces qui sont plus authentiques parce que n'ayant pas été déformées par le prisme du sexisme ou bien du racisme ou bien avec du masculinisme et j'en passe. Donc c'est une question pour moi préserver. Mais pour préserver, il faut d'abord être dans la démarche de la Constitution. Et ça, c'est une réflexion qui est importante. Comment on peut le faire? Et je crois qu'à cet égard, il est important de souligner que quand même, Mouka donne une piste, une manière de faire, sans prétendre que ce soit la seule et l'unique, mais voici une démarche d'aller chercher des textes, même s'ils datent, c'est des choses qui sont importantes et qui, justement, peuvent être des classiques et maintenant le préserver. Et ça ne concerne pas uniquement des textes écrits, ça concerne des affiches, ça concerne des tracts, des prises de position, tout ça pour pouvoir comprendre l'évolution de la question féministe en Haïti. Dans ma vie personnelle, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupée et auquel je me suis beaucoup attachée. C'est de documenter les choses et de conserver les archives du mouvement féministe. Encore faut-il, c'est important, d'où l'intérêt de Mouka aussi, et d'autres initiatives qui viendront, j'espère, pouvoir les restituer. Et je terminerai en disant que un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus d'une amie, c'est quand elle m'a offert un livre de l'autrice Arlette Farge qui s'appelle « Le goût de l'archive » et qui m'a confortée dans cette idée-là et dans la compréhension de ce que c'était des archives. Eh bien, on va faire place maintenant avec Tania Birchol de son sujet qui est impérialisme et politique de santé reproductive en Haïti. Bonjour à tous et toutes. Après 2 ans d'efforts, cet espace documentaire, Mouka, est bel et bien là. Il y a un immense travail d'identification et de repérage de textes, beaucoup inédits, un travail d'équipe, un processus de construction permanente qui ne s'arrêtera certainement pas. Au nom du CRESFED, je tiens à remercier les partenaires, le CRDI, l'Université Quisqueya, l'Université du Québec en Outaouais, le SIDICA et naturellement les organisations sœurs CAIFOM, SOFA et l'Oregon. Un remerciement spécial à Denise Côté, coordinatrice et chef d'orchestre de cette belle expérience. Denise, chapeau bas. Préserver, gérer et rendre visible le patrimoine documentaire produit par les femmes ou sur les femmes haïtiennes, c'est très motivant, c'est un pas important, une nécessité et surtout un moyen de démocratisation de notre mémoire collective. Un défi à relever, à mon avis, c'est l'augmentation du nombre de documents, non seulement en termes numériques, sinon en termes de production de connaissances utilisant des perspectives épistémologiques féministes. Et ceci dans tous les domaines, qu'il s'agisse du domaine de la politique, de la participation citoyenne, de l'économie, du droit, de l'éducation, de la santé. Et ça, à partir de nos lieux et de nos espaces divers, ça veut dire de l'activisme, de la militance, de la littérature, l'art, le théâtre et la recherche, entre autres. Dans cette logique, le sujet de la conférence midi que je vais partager avec vous concerne la santé sexuelle et reproductive des femmes haïtiennes. Depuis plusieurs décennies, des efforts énormes se concentrent sur la santé des femmes, car Haïti a les taux de mortalité maternelle les plus élevés d'Amérique latine et des Caraïbes. Et malgré ces énormes efforts, clairement, les résultats ne sont pas proportionnels au montant alloué et les indicateurs
reflètent malheureusement une amélioration minime. Moins de 40% des accouchements ont lieu dans un établissement sanitaire. Ça veut dire que la majorité des Haïtiennes accouchent dans un endroit autre. Ça veut dire aussi qu'il y a deux systèmes parallèles qui coexistent, dont la racine se trouve dans la matrice coloniale, qui a moulé les relations de domination de mode binaire, homme-femme, colon-colonisé, hétérosexuel, non hétérosexuel, blanc-noir, scientifique, non scientifique, ainsi tout ce qui s'associe avec le blanc, l'homme, avec l'hétérosexuel, le colon et le scientifique est positif. Le reste est infériorisé. Ainsi, les systèmes racistes, capitalistes, classistes et patriarcales s'y sont forgés à titre d'axes structuraux de la société. Les séquelles du colonialisme français, de l'occupation américaine et d'un colonialisme présent qui naturellement adopte d'autres formes, certes, sont omniprésentes. Mais ce que j'aimerais vraiment souligner, c'est que finalement, le colonialisme a imprégné les mentalités, les subjectivités, la culture, l'épistémologie et surtout qu'il continue à se perpétuer et reproduire de manière endogène. Il traverse la sociabilité, l'espace public et privé, une façon de vivre et de coexister qui est souvent partagée par ceux qui en bénéficient et ceux qui en souffrent. Et tout ça donne comme résultat une violence structurelle de l'État dans le domaine de la santé qui se manifeste à travers les institutions, c'est-à-dire les hôpitaux, les centres de santé, les dispensaires, les professionnels de la santé et les politiques publiques en santé reproductive. Les institutions sanitaires peuvent être considérées comme des espaces d'oppression où la classe, la pigmentocratie ou le colorisme, le patriarcat et le capitalisme déterminent l'expérience d'accoucher d'une femme haïtienne. En ce qui concerne les politiques publiques, par exemple, dans le plan stratégique national de santé sexuelle et reproductive 2019-2023, il y a un paragraphe qui dit textuellement que 60% des accouchements ont lieu en dehors d'une institution de santé et sans participation de personnel qualifié. Cette affirmation, sur le plan épistémique, reflète la posture de l'autorité sanitaire. Les matrones qui assurent l'accouchement de la majorité des femmes haïtiennes depuis le 19e siècle sont considérées dans ce document officiel comme personnel non qualifié. Elles sont considérées comme, en tant que sujet connaissant, elles ne sont pas reconnues comme sujet épistémique. Toute leur riche expérience ainsi que leur production de connaissances dans le domaine de l'accouchement sont incompréhensibles pour le groupe dominant, ce qui constitue une injustice épistémique qui finalement désigne la remise en question de la capacité d'un individu de se positionner comme producteur de savoir, notion qui a été développée par Miranda Fricker. L'objectif de la conférence Midi, impérialisme culturel et politique de santé reproductive en Haïti, est justement d'analyser l'injustice épistémique dans ces différentes manifestations dans le domaine de la santé reproductive et montrer le lien avec l'impérialisme culturel et la médicalisation qui, par leur logique, renforcent cette injustice, créant une opposition et non une complémentarité entre les deux systèmes existants en Haïti. Merci. Merci Tania, merci. Et maintenant, nous allons continuer avec Célia Romulus. Elle va parler autour de ce sujet. Domination discursive nord-sud et résistance féminine. Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc la réflexion que je vous présente aujourd'hui traite de questions qui sont soulevées par des universitaires ainsi que des militantes féministes, notamment des féministes noires et féministes haïtiennes, concernant les injustices et les violences épistémiques. Donc, ce qui inclut des processus conscients et inconscients d'effacement des récits, on va dire contre-hégémoniques,
qui sont notamment produits par des groupes minorisés. Donc, c'est une réflexion qui aborde les déséquilibres de pouvoir dans la production de savoir et dans la production de récits historiques concernant Haïti et les vécus des femmes haïtiennes. Lorsqu'on parle de modernité, il faut savoir qu'on parle également de colonialité et donc on parle de systèmes d'oppression produits entre anciens colons et colonisés et qui sont façonnés par des hiérarchies qui sont basées sur la race, sur le genre, entre autres. La colonialité façonne donc la culture, façonne le travail, les relations, la production de savoir. Walter Mignolo parle de colonialité de savoir et décrit un processus continu de monopolisation coloniale de l'accès, de la distribution, de la production et reproduction des savoirs. Et souvent, le processus subtil qui exclut et efface des épistémes alternatifs, donc des types de savoirs qui sont alternatifs, et des épistémes qui s'attachent à revaloriser des savoirs des peuples anciennement colonisés, qui ont, comme je disais, été systématiquement effacés par cette science ou cette production de savoir colonial. Donc, cette façon de conceptualiser la colonialité nous permet de réfléchir au lien entre la race, entre le capitalisme et la production de savoir. Des contributions comme celle de Michel Rolph-Trouillot permettent d'identifier ces liens entre racisation, colonialité des savoirs et culture de l'histoire haïtienne, à la fois à partir de points de vue d'haïtiennes et d'haïtiens et à partir de perspectives étrangères. Et donc, la création de ces liens nous permet de traiter de certains mécanismes de production et de reproduction de savoir, ou la production de récits hégémoniques et contre-hégémoniques. Dans ce contexte, la révolution haïtienne et l'existence même de la Première République noire jouent un rôle central et unique, comme révolution qui est dite inconcevable et donc effacer des récits historiques mondiaux, car cette révolution et donc Haïti rentre en contradiction directe avec un système qui produit l'altérité et une hiérarchisation des êtres humains en matière d'humanité. C'est une révolution, comme je disais, qui est inconcevable dans le XVIIIe siècle occidental et dans la colonie française de Saint-Domingue. Dans ce contexte-là, la révolution haïtienne constitue une rupture avec les normes culturelles, philosophiques, scientifiques qui reposent sur l'altérité dont je viens de parler. Pour nous, ce qui est important, c'est que Trouillot présente des familles en fait de mécanismes qui façonnent le traitement réservé à la révolution haïtienne, mais aussi aux expériences haïtiennes dans l'histoire écrite et notamment à l'extérieur d'Haïti. Donc, il nous parle de processus d'effacement et de formules de banalisation. Une fois qu'on a établi en fait ces constats, on peut se demander de quelle façon les mécanismes d'effacement et de banalisation qui relèvent du genre et de la misogynie noire fonctionnent. Il faut donc rappeler que la colonialité mobilise des systèmes d'oppression qui sont imbriqués, racisme, patriarcat, hétérosexisme. Et donc les conceptions genrées façonnent également l'État-nation occidental et les relations entre les États. Et donc, sachant que ces États sont un assemblage d'institutions et de politiques qui produisent du genre et qui sont façonnés par le genre. Du point de vue de notre production, des universitaires et militantes haïtiennes comme Sabine Lamour, Danielle Magloire, Sabine Maniga dénoncent un biais androcentrique dans l'historiographie haïtienne et donc qui résulte en une sorte de dévalorisation des expériences et de la mémoire de la participation des femmes haïtiennes dans notre histoire. Sabine Maniga et Evelyne Trouillot nous expliquent que les femmes ont été effacées des récits de la période de l'esclavage et de la révolution haïtienne. Et donc, selon Myriam Chancy, les expériences des femmes ne sont pas analysées et la façon dont le genre façonne, en fait, à la fois les expériences, mais aussi leur résistance, ne sont pas analysées non plus. Donc, c'est un angle mort qu'on retrouve dans la production intellectuelle en milieu universitaire comme en milieu militant. Il faut savoir, par contre, qu'effectivement, que ces angles morts ont quelque part été gérés à travers la production littéraire de nombreuses, on va dire, romancières, Marie-Vieux Chauvet, Kathleen Mars, Evelyne Trouillot, Myriam Chancy, qui, elles, nous rappellent le rôle joué par des femmes en Haïti et à l'étranger à travers cette production, effectivement, de fiction. À mon sens, une analyse genrée de la mémoire et la production de récits historiques demande forcément qu'on identifie les silences dans les récits, ainsi que les liens entre race, genre, inéquité et violence épistémique, également entre Occident et disons, les Suds. Et donc, la façon dont ces mécanismes imbriqués produisent des effacements et façonnent la mémoire collective et donc nos récits historiques. Donc, je souhaite terminer cette réflexion en posant un constat ainsi qu'une question qui peut peut-être nous aider à orienter notre prochaine conversation.
Donc, le constat, c'est que la création de mémoire ou la mémorialisation a toujours fait partie intégrante des mobilisations féministes haïtiennes, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Je pense que c'est vraiment crucial de le souligner et de chercher les traces de ce travail. Et la question que je souhaite poser, en fait, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on continue à déployer cette stratégie-là et surtout pour produire quel type de savoir, sachant effectivement que l'objectif politique ou le projet politique, c'est effectivement de produire des savoirs qui permettent, on va dire, de bâtir une société orientée plus vers l'émancipation, forcément, et les questions d'équité. Merci. Merci Célia. Et pour finir, nous avons avec nous notre toute dernière intervenante, c'est Denise Côté. Pour faire suite aux présentations précédentes, je vais parler du point de vue de mon propre ancrage, qui n'est pas un ancrage d'haïtienne, bien sûr, qui est un ancrage au nord économique. Mais par contre, vous allez voir que la présentation va rejoindre quand même de façon assez intéressante ce qui a été dit précédemment. Constamment envahi d'images misérabilistes, l'opinion publique au Nord porte encore jusqu'à présent un regard très condescendant sur Haïti. Son extrême pauvreté et plus récemment la violence des gangs armés suscitent avant tout pitié et complaisance. Il est vrai que ni l'État ni l'économie ne parviennent à combler les besoins des citoyens haïtiens. Reste que l'imaginaire occidental tend à réduire la vie sociale, politique et économique du peuple haïtien au stéréotype d'un peuple d'incapables et de dépendants chroniques. Calqué sur mesure pour conforter l'image d'une supériorité occidentale, ce stéréotype est très souvent présent, ne soit-ce qu'en filigrane, dans les rapports que les Occidentaux entretiennent avec Haïti. Rodé par les médias de masse nord-américains et européens, il appuie la représentation des Haïtiennes et des Haïtiens comme des autres, cette altérité dont parlait Célia tout à l'heure, permettant ainsi aux dirigeants de ces pays de recueillir l'adhésion de leur propre population à leur propre visée impérialiste. Et même la multiplication des réseaux sociaux n'aura pas réussi à endiguer cette représentation de nature profondément raciste. Elle reçoit au contraire l'adhésion au Nord de publics de plus en plus variés, malheureusement, bien sûr. Comme on le sait, 2 options d'intervention en Haïti ont été retenues par la dite communauté internationale. Celle du refus d'intervenir de l'omerta privilégiée, semble-t-il, depuis 2018. Avant cette date, c'est plutôt la stratégie de l'intervention intensive qui avait été retenue. Désignée de reconstruction ou d'aide humanitaire, celle-ci a imposé la vision américaine d'un développement mesuré à l'aune des budgets investis par les ONG, par l'aide multilatérale ou par les effectifs militaires internationaux. Le prétexte retenu, le manque de fiabilité des institutions haïtiennes ainsi que leur incapacité à implanter un développement et une gouvernance démocratique, prétexte qui justifie d'ailleurs depuis des décennies les interventions ou certaines interventions occidentales de par le monde. En Haïti, cette vision est nourrie par l'illusion que la communauté internationale pourra corriger le sous-développement alors que, dans les faits, l'alliance des anciennes puissances coloniales consolide plutôt la position d'Haïti au rang de néocolonie d'exploitation. Du coup, tout effort de compréhension de la complexité de l'histoire, de la dynamique ou du génie de la société haïtienne sont évacués. L'image d'un Occident fournisseur humanitaire et exportateur d'un développement altruiste est ainsi consolidée. Dès 1968, le philosophe Ivan Illich avançait que, et je cite, « Après l'argent et les armes, le produit d'exportation nord-américain le plus important est celui de l'idéaliste qu'on retrouve dans tous les théâtres d'opération, que ce soit l'enseignant, le volontaire, le missionnaire, l'organisateur communautaire, l'entrepreneur du développement ou le bon samaritain en vacances. » On pourrait féminiser là, depuis quelques années quand même. Ces gens définissent souvent leur rôle comme étant un rôle d'aide. Or, ils se retrouvent fréquemment à soulager les dommages causés par l'argent et les armes,
ou encore à convaincre les, entre guillemets, sous-développés des bienfaits d'un monde occidental bardé de richesses. Fin de la citation. On le sait, l'aide internationale vers le Sud économique n'est pas désincarnée. Elle est imbriquée dans des intérêts géostratégiques précis. Pour Haïti, il s'est agi pendant la période interventionniste des intérêts des États-Unis, des intérêts financiers des pays donateurs, des intérêts des agences de développement et des coopérants ou bénévoles. Dans tous ces cas, l'aide humanitaire n'a pris en compte les ressources endogènes que de façon accessoire. Pour elle, les problèmes ciblés par l'aide internationale devaient au contraire, et doivent toujours d'ailleurs, être concrets. Ces besoins doivent souvent être immédiats et les solutions offertes découpées en projets finançables efficacement. À cet effet, et selon son habitude, l'humanitaire a implicitement limité son mandat aux seuls dispositifs internationaux, soumis à une logique thérapeutique construite autour de l'image angélique de ces actions humanitaires et d'une image victimisante d'Haïti et des Haïtiens. Le paradoxe s'avère donc remarquable. Suite aux pressions du mouvement féministe mondial, l'international avait inclus dans ses priorités la question de la discrimination et de la violence faite aux femmes. Mais son intervention en sol haïtien a plutôt réussi à transformer les femmes haïtiennes pour les médias occidentaux, ne soit-ce que ça, et pour aussi, souvent pour plusieurs décideurs, je crois. Et selon l'expression d'Alice Corbet, en, ouvrez et fermez guillemets, bonne victime, leur quittant ainsi toute capacité d'agir. De plus, il s'est positionné de façon singulière face au groupe féministe haïtien, intervenant déjà dans ce champ depuis fort longtemps. Souvent seule source de financement disponible pour ces groupes, l'international a pourtant, à de nombreuses reprises, ignoré la richesse de leur réalisation, qu'il s'agisse de plaidoyer, de recherche ou d'intervention. Il a aussi déstructuré dans une large mesure ce mouvement féministe haïtien et l'a soumis de façon encore plus marquée à sa propre logique, à la logique occidentale de gestion néolibérale du social. Que peut-on en conclure? Que les discours et politiques des pays du Nord concernant les femmes haïtiennes, leurs droits et la violence qu'elles subissent doivent être constamment ou devraient être constamment restitués dans une analyse plus globale des rapports au sein de ce qu'Immanuel Wallerstein appelait le système monde. En second lieu, que les paramètres de gestion du social adoptés par les dispositifs internationaux d'aide doivent être questionnés et revus. Que l'importance de l'apport passé et futur des groupes féministes haïtiens doit être mieux prise en compte par ces dispositifs internationaux, tout comme les paramètres sociopolitiques historiques du peuple haïtien. Enfin, c'est quand même très important que les féministes du Nord ne peuvent faire l'économie d'une introspection en regard de leur propre posture, de la posture qu'elles occupent, ainsi que des discours et pratiques auxquels elles sont exposées de façon courante et qui peuvent facilement ruisseler dans leurs représentations et leur imaginaire en regard des femmes haïtiennes dont elles sous-estiment les capacités très souvent et qu'elles réduisent, encore une fois, à des victimes en leur retirant toute agentivité. Voilà, merci. Sabine, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle serait la cause de l'inaccessibilité des idées ou encore des œuvres de nos pionnières? Bon, je pense que on vit dans une société aussi où souvent il y a des troubles politiques et lors de ces troubles-là, souvent les bibliothèques sont saccagées ou bien on n'arrive pas à sécuriser par exemple, les archives ou bien les écrits. Par exemple, si on prend comme exemple, le premier acte posé par Duvalier était de saccager le local de la Ligue féminine d'action sociale. Je pense que tout ça a joué aussi à un certain moment. Entre les troubles politiques, il y a le déni, il y a aussi une société qui est une société et avec une vision intellectuelle endocentrée. Je pense que tout ça joue. Et dans le fait qu'on n'arrive pas à trouver les écrits de ces femmes-là. Ou sinon, ce sont des écrits qui circulent dans un cercle assez restreint, c'est-à-dire entre les féministes ou bien entre des proches des personnes qui, à un certain moment, et il n'y a pas une politique d'État qui, à un certain moment, prend en charge
et la gestion de cet archivage-là. Et on est obligé nous-mêmes de faire ce travail-là et de garder précieusement tout ce qu'on a pu glaner au fil des années pour construire une mémoire féministe. Est-ce que vous comptez rééditer, je dirais, les œuvres de nos pionnières, par exemple? Autrefois, j'ai été à une librairie, j'ai demandé 2 livres de nos pionnières, donc je ne veux pas dire les noms. Malheureusement, on m'avait dit non, il n'y a pas ces livres-là en Haïti. Tu peux les trouver, mais... dans les bibliothèques de pays étrangères. étrangers, oui, c'est ça. Oui, mais ce n'est pas une réponse méchante, c'est la réalité. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Les publications, encore plus à l'époque, et ça se poursuit aujourd'hui, et avec des tendances à penser que tout ce qui a été imprimé, c'est vraiment un livre. C'est dramatique. C'est que les gens ont publié à compte d'auteur. C'est-à-dire, c'est eux qui ont dû débourser pour le faire. Dans les références du livre, on voit toujours c'est le nom d'une imprimerie, c'est pas un éditeur. Et puis, non seulement c'est eux qui doivent payer, le nombre est limité. Et par la suite, comme il n'y a pas cette préservation des textes, même quand ils tombent dans le domaine public après un certain nombre d'années, Après 50 ans. c'est un petit peu plus expliqué, mais peu importe, on ne s'en occupe pas. Par exemple, pourtant, on va voir qu'il y a un site qui est hébergé au Canada, ou sur des textes des sciences sociales, où ils travaillent les classiques des sciences sociales, où ils ont numérisé, ils ont obtenu les autorisations, y compris le livre de Mireille Neptune-Anglade, qui ne date que de 1986, mais qui a été en édition limitée. L'autre élément qu'il faut dire, les éditions sont aussi limitées en raison du fait de l'absence de lectorat. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent, y compris les étudiants et les étudiantes, y compris les gens supposés être des intellectuels. Donc, l'une des rares personnes, c'était un homme, c'est qui avait la capacité de vendre 1000 livres d'un coup, c'était Roger Gaillard. Et c'était à cause le sujet traité. Et cela dit, c'est grâce à ce travail-là, quand même, et il a fait beaucoup de conférences pour présenter des livres. Je ne suis pas certain que tout le monde, tous les étudiants ont toujours lu, mais n'empêche, on a redécouvert Charlemagne Perrault. Sinon, on n'en parlait jamais avant. Donc, c'est à ça que ça sert pour le truc. Mais ce que je voudrais dire, Mouka n'est pas un projet en tant que tel qui est là, qui a toujours des financements pour faire d'autres activités. Le mandat qu'on s'était donné, c'est de faire ça et de voir à ce que ce soit quelque chose de pérenne, de faire ce site-là. Oui, parce qu'il est important de dire que le site est gratuit, alors qu'il y a beaucoup de sites au niveau, à l'étranger des universités, soit on doit être membre, soit il faut payer. Ce site-là est entièrement gratuit. Donc, c'est pour ça qu'il faut, je dis, conserver, mais surtout préserver pour que ce soit pérenne. Ça veut dire le flambeau devra bien être ramassé par d'autres personnes. Et comme tu viens de le dire, donc, en Haïti, il n'y a pas beaucoup de livres dans les librairies et les étudiants, de leur côté, ils souffrent de ça. L'université même est en crise, donc je ne dirais pas que c'est effectivement la vraie cause de la crise de l'université, mais les étudiants, ils en souffrent beaucoup. Je ne suis pas d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de livres dans les librairies. C'est vrai. Oui, mais qui est-ce qui les achète? Les livres coûtent cher, il n'y a pas de politique de l'État, les bibliothèques des universités sont lamentables, mais ça ne préoccupe pas vraiment. Parce que, oui, le professeur fait ou ne fait pas un syllabus, il y a beaucoup d'approches de transmission des savoirs simplement par oui, dire. Or, quelqu'un a beau mettre toute son adresse, sa dextérité pour expliquer, pour présenter des choses, il y a un moment solitaire dans l'apprentissage où on doit être soi-même, se colter à un texte, se l'approprier. Personne ne peut le faire à votre place.
Donc, c'est des choses, mais par contre, ça se joue dans l'enfance, le goût de la lecture. Mouka a fait un travail, et là, je remercie toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, sous la direction de Denise Côté. Et nous-mêmes, ce qu'on a fait, ça veut dire, ce matrimoine qu'un ensemble de féministes haïtiennes ont eu le souci de préserver, ça a été versé au dossier de Mouka. Parce que beaucoup, c'est de la littérature grise. Ça veut dire c'est des documents qui n'ont pas été édités. Donc, la personne, par exemple, si je prends une de mes collègues qui me manque tellement, Myriam Merlet, j'ai ces textes parce qu'on travaillait ensemble. C'est-à-dire, la conférence, elle le fait, elle l'a fait, donc j'ai le texte. Je peux dire ça, j'ai ce même rapport avec Sabine Lamour. Mais quand ce n'est pas le cas, ou bien si moi je n'avais pas eu le souci, j'aurais jeté. Il se trouve qu'elle est décédée de manière tragique. Elle n'a eu elle a eu 2 publications seulement. Participation politique des femmes. Des femmes avec, c'est un nom en anglais, l'après-guerre. OK? Mais sinon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travaux, beaucoup de recherches. Mais en termes de littérature grise aussi, il y a beaucoup de papiers de Myriam Merlet qui circulent aussi. Bon, comme je l'ai dit dans le texte, dans le ghetto féministe. Oui. Bon, on ne va pas trouver ces textes-là. Ces textes ne sont pas accessibles pour le grand public. Donc, c'est l'une des vocations, ce qui pouvait être fait. Et puis, ça doit vivre. Ça doit vivre. Et pour que ça vive, il y a 2 conditions. Il faut que des gens continuent à produire, n'est-ce pas, Célia, n'est-ce pas, Tania, que des gens comme toi, eh bien, aussi, oui, parce que les productions sont de différentes natures. OK, par exemple, on parlait, il y a pas, sur le site actuellement, il n'y a pas beaucoup de textes en créole, puisque les gens ne... Parce que parler et maîtriser l'écriture pour que ça fasse du sens, c'est 2 choses différentes. Ça peut être des textes de chansons, ça veut dire, Sabine et moi, souvent on échange là-dessus. Il y a tout un matrimoine de la résistance du mouvement féministe sur les chansons pendant les périodes dures, pendant le coup d'État militaire, pendant, jusqu'à arriver à des gens dont je ne veux pas citer le nom, actuellement, plein chanté. Mais c'est de l'oralité. Donc, à un moment, ce serait intéressant de les transcrire. Il y a quelques personnes qui en ont, mais ce n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose de très riche. OK? Mais transcrire le texte, c'est une chose. Mais pour que la chanson survive, il faudrait que quelqu'un retranscrive les notes pour savoir comment on le chante. Pour que ça se perde, pour que ça ne se perde pas. Donc, c'est une vraie question pour les féministes haïtiennes, comment on va le faire. Comment est-ce que vous voyez les femmes haïtiennes dans l'industrie musicale? Bon, effectivement, il y a l'hymne féministe haïtien, il y a le texte, et le texte est sur le site de Mouka. Mais comme l'a dit Daniel, on doit demander à quelqu'un qui a les compétences de faire l'écriture en termes de solfège, c'est ça? Oui, les notes. Parce que sinon, c'est pas chanté, ça. C'est ça, c'est pas chanté et on va perdre. Et il n'y a pas d'enregistrement. Il n'y a pas d'enregistrement. Et à ce moment-là, il y a aussi, en termes d'oralité, un ensemble de chansons dans le mouvement féministe. Bon, si tu n'as pas l'habitude d'aller dans les réunions, si tu n'as pas l'habitude de participer aux mobilisations. D'ailleurs, on voit les plus jeunes générations ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas ces chansons. Effectivement. Qui ont beaucoup été produites du monde paysan, du milieu paysan. Mais encore faut-il le fréquenter. Exactement. Encore faut-il fréquenter ces groupes-là. Encore faut-il pouvoir se déplacer sur le territoire. Maintenant, oui, ça. Alors, ce serait le moment de remercier toutes ces merveilleuses personnes et associations, organisations qui nous ont prêté main forte pour monter Mouka. Premièrement, bien sûr, les auteurs et ayants droit qui ont accepté qu'on rediffuse leurs œuvres.
les auteurs des grands dossiers, bien sûr, les membres du comité de pilotage qui étaient ici présentes aujourd'hui, les illustratrices, Mafalda Mondestin et Pascal Faublas, l'équipe de l'Oregon et de l'UCO qui ont porté une assistance de tout moment, qui ont travaillé de façon acharnée pour monter le site en particulier, l'UNIC, bien entendu, les partenaires et toutes personnes et groupes, toutes les autres personnes et groupes que j'oublierais de mentionner, et en particulier l'équipe technique, aussi bien des communications que Moine TV, qui ont rendu ce lancement possible. Alors, nous aurons, dans les prochains mois, nous présenterons des conférences midi qui développeront de façon plus large, avec un peu plus de temps, chacune des présentations qui ont été faites très rapidement aujourd'hui. Nous vous garderons informés, elles seront disponibles sur YouTube, bien entendu. Merci, un grand merci spécial à vous, mesdames. Merci à nos partenaires, merci à nos internautes. Donc, Mouka vous donne rendez-vous dans le prochain mois. Donc, merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir. Merci, merci super. Merci. Merci mesdames. Bye bye.